Voilà, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? À partir des trois mots que Chantal nous a rappelés, les liens, les connaissances, les animations, on va essayer non pas d'approfondir des actions existantes direction 2030, mais plutôt juste de les évoquer. On va commencer donc par 7 ou 8 qui vont nous les présenter dans un temps juste pour évoquer de maximum 3 minutes chacun. C'est juste une évocation. Mais surtout, on va continuer avec vous dans la salle. C'est en quelque sorte comme s'il donnait un exemple sur chacune des cases, bien qu'on ne puisse pas tout mettre en case, mais c'est pour structurer un petit peu les types d'actions, simplement. Mais à partir des exemples que certains ont préparés et qui vont nous montrer, chacun ici va être invité, donc une demi-heure avec eux et puis une demi-heure, on va faire ça ensemble, va être invité à compléter, à dire, eh ben moi, je participe aussi, ou j'ai le projet, ou dans mon coin, voilà ce sur quoi on travaille, et on va venir compléter pour qu'on termine ces 2 jours avec une sorte de tableau, certainement pas exhaustif, mais qui donne une idée des actions portées par tous ceux qui ont participé à ce colloque. Voilà, tableau qui bien sûr servira par la suite pour continuer à dynamiser le réseau que vous êtes en train de consolider. Donc on commence avec David Lowry. C'est celui-là. Projet de plantation australien à Pozières, que je vais mettre ici. Et puis peut-être d'autres auront des idées aussi pour cette case, mais voilà un premier exemple. David. Merci. Un célèbre Français a dit un jour « Je pense, donc je suis ». Notez qu'il n'a pas dit « Je parle, et donc je suis ». Et d'ailleurs, c'est heureux parce que je n'ai plus la possibilité de parler très clairement. Néanmoins, je suis tout à fait capable de penser. Et je pense notamment donc aux arbres. Et conformément à ce que disait Descartes, si je pense, eh bien je suis. En particulier d'ailleurs, je pense aux arbres qui sont plantés le long des avenues des villes, ainsi que le long des routes de campagne. Je réfléchis énormément donc au réseau très vaste d'amateurs et de professionnels également qui pensent comme moi et qui incitent au changement. Depuis 1997, c'est également l'objectif de TreeNet. Aujourd'hui, grâce à Chantal et à sa vision très internationale, je ne peux m'empêcher de penser que, où que nous vivions, où que nous travaillions, nous sommes des alliés des allées ou des avenues. Pour cette raison, TreeNet est inspiré par tous et par vous tous et a appris énormément de choses au cours des 2 derniers jours. Nous sommes sûrs que l'avenir est beaucoup plus clair et beaucoup plus vert d'ailleurs qu'il ne l'est aujourd'hui. En effet, ces avenues doivent continuer à tracer le lien entre la guerre et la paix. J'ai demandé à la femme de Glenn, Vicky, de faire une petite présentation de ses projets pour Pozières. Et comme c'était présenté, donc, il s'agit de l'avenue australienne de la guerre, mais elle va être revue également donc, en allée ou avenue Anzac pour inclure les premiers bataillons de Nouvelle-Zélande qui ont également donc, combattu aux côtés des Australiens au cours de la Première Guerre mondiale et à côté des premiers et deuxièmes groupes Anzac. Au long de Devon, je voudrais partager quelques petites choses. 2900 Australiens donc, ont servi sur le front de l'Ouest. 200 000 plutôt, et 46 000 sont morts. Donc 75% au total des 16 000 Australiens qui ont donné leur vie, en fait, pour nous au cours de la Première Guerre mondiale.
Parmi ceux qui sont rentrés, beaucoup sont morts en raison notamment donc, des souffrances qu'ils ont pu rencontrer. Alors pourquoi Pozières? Eh bien, parce que Pozières est en fait un site emblématique de la guerre, avec des conditions de vie particulièrement difficiles. C'est également donc le site où il y a eu le plus de morts australiens, 23 000 personnes, donc 6 800 qui ont été tués directement sur ce site. Alors, étant donné l'importance, c'est en fait le site qui a été qualifié comme étant le plus dense en termes de mortalité. Et on peut s'attendre évidemment à ce que des arbres soient plantés donc, au cours du printemps 2020. Ça devrait en principe correspondre avec les activités de l'ANZAC. 2 allées d'arbres devraient être plantées de chaque côté de la rue, de la route, pour entrer donc, au village vers Amiens. Ils représenteront le sacrifice des Australiens au cours de ce conflit mondial pour que l'on ne les oublie pas. Ce projet ambitieux était prévu en 2 phases. Premièrement, nous aurons donc 70 arbres qui seront plantés pour le premier bataillon. Et c'est en fait l'organisation, l'unité australienne qui était la plus importante. Il y avait 60 bataillons australiens donc en France, 5 divisions, systématiquement avec 3 brigades et 4 bataillons chacune. L'avenue des bataillons donc à Pozières deviendra donc une sorte de mémorial vivant pour ceux qui sont tombés. Chaque bataillon aura sa propre plaque de couleur avec les numéros, les matricules, donc les noms éventuellement de ceux qui sont morts, représentant donc les ingénieurs, les personnels médicaux, les soldats. Et l'on réfléchit véritablement donc à une avenue du centenaire avec une centaine d'arbres cette fois-ci. Donc vous aurez la possibilité de discuter avec Glenn ou avec David tout à l'heure à ce sujet. Et nous nous souviendrons certainement de ceux qui sont tombés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je suis casse-pied. C'est pour qu'à 16h, on ait bien terminé. That's mine. T'es sûr? Non. Non, non, non. Non, non. Si? Barthélemy. Ouais, on a changé. Voilà, en fait, on fait dans l'ordre du tableau pour que notre intelligence se suive bien. Je vais être casse-pied pour vraiment pousser chacun à tenir pas plus de 3 minutes pour qu'on ait le temps de finir à 16h sans courir et que les derniers soient pénalisés. Barthélemy Lemal, on vous a déjà entendu plusieurs fois, mais donc perspective transfrontalière. Vous avez dit 2 mots tout à l'heure, au-delà de cette allée qui existe déjà à Hénin-les-Bouzonville. Alors la perspective, disons jusqu'en l'année 2030, il y aura une concurrence entre villes et villages. Si on voit la mobilité qui va se faire dans les villes, il y aura moins de bruit, moins de poussière, et de plus en plus de fleurs et de plus en plus de nature qui se mettra en route. Tandis que nous, en tant que village, quand nous, on a fait notre allée d'arbres, voilà, quand on a continué, on a constaté une chose. Les agriculteurs, maintenant, sans dire quelque chose contre les agriculteurs, ils sont forcés. Mais c'est la monoculture qui s'est installée. Il n'y a plus de fleurs, de coquelicots dans le blé, il n'y a plus rien. Les fleurs ne poussent plus comme dans le temps. Et étant moi-même apiculteur, j'ai constaté aussi que moi, en moyenne, par ruche, je faisais à peu près 15 kilos. J'allais chez ma fille à Berlin, eux, ils arrivaient à 30 kilos. Cette année, c'était une bonne année. Pourquoi? On a eu tout de suite très chaud au mois d'avril. On a eu la chance d'avoir les fleurs des arbres qu'on a pu récolter. Avant, c'est les abeilles qui en ont besoin pour vivre, pour continuer à mettre leur ruche en route. Et là, ça m'a fait quand même réfléchir sur une chose. Les villes récoltent plus que nous. Ça veut dire,
si je le mesure à l'abeille, la seule récolte, grosse récolte que nous on fait encore dans les campagnes, en Moselle, c'est le colza. Mais le colza, c'est pas le bon miel. Voilà, il faut on devienne jusqu'en 2030 un concurrent positif avec les villes. Ça veut dire que nous, on doit remettre une certaine nature de nouveau, la nature qui existait. Et nous, on essaye de remettre ça dans les chemins. C'est à peu près 7-8 hectares de chemins qu'on a. Et ces chemins vont reprendre les gens de la commune Ilral, parce qu'on va les broyer assez tard. Au mois d'octobre, on va les nettoyer autour des arbres. Mais les fleurs vont rester. Le feuillage et tout ça, ça va rester. Et ça va donner de nouveau une chance à des autres fleurs de repousser. Voilà. Et il faut voir que d'ici quelques années, les communes qui ne réagiront pas, les petits villages qui ne réagiront pas dans ce sens-là, n'auront plus de chance directe avec les villes. Parce que la ville, ils amènent ce qu'ils ont déjà, leur transport, leur culture, mais ils auront aussi leur nature. Sur les toits, ce sera des toits fleuris. Il y aura aussi des façades qui seront fleuries. Il y aura des façades qui seront vertes. Il faut s'imaginer, d'ici 30 ans, les villes n'auront plus la même apparition qu'ils ont maintenant. Et c'est là-dedans qu'il faut que maintenant, les villages comprennent qu'il faut respecter, qu'il faut qu'on y aille avec les agriculteurs. Et je le remarque déjà chez les jeunes agriculteurs. Il y a un jeune agriculteur qui a repris la ferme de son père. Et c'est lui qui m'a aussi mis sur une idée. Nous avons récolté des propriétés 100 mètres, c'est à peu près 10 hectares. Mais ce qu'on pense, on les a mis en bail avec les agriculteurs. La prochaine démarche qu'on va faire, ces terrains vont être mis en haies. On va remettre des haies. Ça va couper une surface de 10 hectares, il y aura une dizaine d'arbres qui sont en haies. Bon, il devra faire attention quand il laboure. Mais c'est une chance pour nous. La seule chose que j'ai compris aussi, qu'ils ont cité un maire. 2 secondes, j'ai vite fini. Le maire qui a coupé les arbres. D'un sens, je le comprenais. Parce que nous, dans les petites communes, on était exactement comme dans les grandes communes. L'argent, on le reçoit de moins en moins. Le fonctionnement diminue. La perceptrice, elle dit, si vous voulez investir, diminuez votre fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben lui, il a pensé couper les arbres. Ça lui coûtait moins cher. Nous, dans notre commune, on a fait autrement. On avait un chauffage qui nous coûtait 27 000 €. On est allé, j'ai réfléchi dessus, on est passé au copeau de bois. Et ça nous coûte 4 000 €. Un investissement de 140 000, mais subventionné à 70%. Voilà. Merci beaucoup, Barthélémy Lemaire. C'est dur de couper chacun alors que c'est passionnant. Mais vous avez donné le sens des allées chez vous, à Hénin-les-Bouzonville, au-delà de la réalisation. Merci beaucoup. Deutsche Alleenstraße, 3 Minuten. 3 Minuten. Hello again. Rebonjour. Alors tout d'abord, j'aime les arbres, j'aime les avenues d'arbres et j'aime aussi passer dans ces tunnels verts au volant de mon cabriolet. Je suis Don Pfeiffer, je viens de Munich en Bavière et je suis responsable de la German Alley Road, donc ces allées. Vous avez vu probablement donc, les tracts qui étaient disposés donc, à l'entrée. Certains d'entre vous ont probablement jeté un petit coup d'œil sur le guide. C'est un guide de voyage et c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui. En fait, je voudrais vous présenter un point de vue totalement différent sur ces allées d'arbres. On a parlé énormément d'histoire, on a parlé de la guerre. J'aimerais maintenant vous parler des vacances. Vos vacances, les vacances des citoyens d'Europe. Et même des Allemands, parce qu'ils prennent des vacances aussi. Donc, voyons les aspects positifs de la chose. Pour nous, ces avenues, ces allées sont un héritage naturel, un patrimoine naturel qui convient parfaitement donc, à toutes les régions d'Allemagne pour souligner donc, la beauté du paysage et pour encourager les gens à voyager, mais aussi à rester sur place, à voir ce que le paysage leur offre.
à voir ce que la région leur propose et à se faire ainsi donc une impression de ce que nous faisons. Plus de 2900 kilomètres de route bordée d'arbres. Il n'y a pas que les autoroutes. C'est un tour, une visite de petites villes, de petits villages, d'endroits absolument merveilleux, avec des lacs, des couleurs de saison, etc., des tas d'arbres. 2900 kilomètres, alors évidemment, toutes ces routes n'ont pas nécessairement des arbres de chaque côté, mais même dans la partie nord-ouest, Katharina vous en a parlé, et Piotr également vous en a parlé, il y a énormément d'arbres, il y a énormément d'avenues, d'allées d'arbres, dont certains sont plus que centenaires. Donc, des aspects très intéressants à prendre en considération, et personnellement, parce que je suis dans le secteur du tourisme, c'est mon métier, je travaille pour l'ADAC, le club automobile allemand, et j'essaie de convaincre les membres de venir visiter ces routes. C'est des milliers de personnes, évidemment, donc et d'avoir une impression positive de ces arbres. Et nous travaillons sur ces routes, nous essayons d'offrir aux gens une meilleure compréhension des arbres qu'ils retrouveront également donc, dans leur propre environnement urbain. C'est la raison pour laquelle nous faisons en sorte que ces routes touristiques soient clairement indiquées. Nous essayons de planter des arbres également le long des routes. Nous essayons de préserver ceux qui existent et de souligner ainsi la beauté donc, du paysage en Allemagne. Voilà, donc j'espère avoir respecté le temps. Merci beaucoup. Voilà Marie-Madeleine Damien. Elle s'est sauvée ou elle est encore là? Elle est là. Ah oui, voilà, pardon, je ne vous avais pas vu. Projet d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc dans la rubrique, si je peux dire, établir des liens symboliques. À vous, 3 minutes. Je vous remercie de votre accueil. Bonjour à tous. Donc je vais d'abord dire que j'aime les arbres. Je ne sais pas si le PowerPoint... Oui, il va marcher. Voilà, il va marcher. Je présenterai l'association après. Donc j'aime les arbres. Je voulais vous montrer un bel arbre d'observation. Comment? Je ne sais pas. Mais je peux parler en attendant, si vous voulez. Donc je vous montrerai un bel arbre d'observation dans la région de la Flandre qui subsiste aujourd'hui. Et j'aime les arbres aussi, car dans mes sites, il y a des allées. Et en particulier, j'ai mis 2 photos de cimetières américains de Haine-Marne et de Meusargonne, où à Meusargonne, nous avons un arbre pour un soldat. Donc des allées constituées de 14 000 arbres dans le site de 80 hectares, quelque chose de très impressionnant. Et puis également une belle photo du cimetière allemand de Morange, de l'Ellenwald, c'est-à-dire le cimetière de la forêt, où là, nous avons des arbres qui sont plus que centenaires, puisque ce cimetière était un cimetière de... Voilà, l'arbre d'observation, qui a une échelle fossilisée, c'est-à-dire recouverte par l'écorce. Il se trouve à côté d'Armentières. Donc le cimetière de Meusargonne, avec ses allées d'arbres, magnifique. Celui d'Haine-Marne, vous voyez, c'est dans la pratique des cimetières américains, magnifiquement entretenu. Le cimetière de l'Ellenwald, couvert forestier. Bon, j'arrêterai là, je ne vais pas faire défiler trop de diapos. Je vais revenir à la première pour vous expliquer un petit peu notre projet. Donc ce projet est né en 2009, en Belgique, à une réunion de l'OCDE où je me trouvais, et on cherchait, avec les ministres belges des différentes régions, que faire pour 14-18, la Grande Guerre. Et moi, je travaillais sur l'inventaire des sites, à l'époque, dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec mes étudiants. Alors, je leur ai proposé de travailler sur les paysages de la Grande Guerre. Donc, une association est donc née en France, excusez-moi. C'est donc un dossier franco-belge, transnational, donc en France porté par une association de 14 départements français du front, qui s'est constituée en 2011, et nous avons dû choisir, avec nos amis belges, parmi 6000 sites, 144 sites, et aujourd'hui, l'ICOMOS et l'UNESCO nous disent c'est trop,
Mais c'est très difficile de réduire la liste parce que nous voulons des sites plurinationaux et que toutes les nationalités soient représentées. Or, il y a des cimetières danois, tchèques, etc. Donc, et ça, nous y tenons absolument. Donc, ce dossier transnational associe tous les partenaires gestionnaires des sites, c'est-à-dire Commonwealth, la CWGC, le VDK, le ADPMA pour la France, et tous les sites, tous les gestionnaires privés ou les fondations qui ont eux-mêmes leur propre gestion de sites, comme le Sphère de Verdun, par exemple, pour donner un exemple, ou également Dormant, dans la Marne. Donc, il s'agit d'un projet qui est donc organisé. Moi, je suis secrétaire générale de l'association et je coordonne l'ensemble du dossier. Et nous avons, donc, par département, un coordinateur. Donc, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, bien sûr, c'est l'inscription à l'UNESCO, mais nous avons beaucoup de problèmes. Premier problème auquel nous sommes heurtés, c'est qu'on avait présenté des paysages et le comité des biens français nous a retoqués parce qu'ils nous ont dit « Ah, vous voulez présenter des paysages de guerre ?» Mais madame, on voudrait dire qu'il faut faire des guerres pour créer des paysages. Donc, le premier dossier que nous avons rendu, nous avons dû le reprendre. Donc, on a dit « Qu'est-ce qui est original dans la guerre 14-18 ?» On a réfléchi, on a dit « C'est la première guerre où on enterre tous les morts. » Parce que la guerre de sécession, on a bien sûr créé des cimetières nationaux, mais ils ont été ouverts aux confédérés. Les combattants du Sud étaient très rarement enterrés dans ces cimetières, et en 1879, on les a exhumés de ces cimetières. Et les combattants du Sud ont été inhumés à la volonté de généreux donateurs, et pas systématiquement tous. Tandis que là, il y a eu un effort par toutes les nations après la guerre pour essayer d'inhumer correctement tous les corps qui étaient retrouvés sur les champs de bataille. Donc pour nous, c'était vraiment une originalité que nous a contesté l'ICOMOS au mois de décembre, à laquelle on a répondu par un approfondissement sur la guerre de sécession. Bon, alors je vais essayer de conclure. Alors donc, notre objectif, c'est... Alors on a changé de titre, on s'appelle Site funéraire et mémoriel de la guerre, et notre objectif, eh bien, voilà, c'est d'inventorier, de sélectionner, de protéger, car seuls 4 sites étaient protégés avant notre action. Maintenant, nous avons réussi à faire protéger pour la France, on va dire, 45 sites, mais on se bat, par exemple, à l'Est, parce que l'Adréal, enfin, les autorités officielles nous refusent le classement du cimetière de Morange, que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, et de tous les cimetières allemands de l'Est, et j'active. Ensuite, c'est de protéger, c'est conserver ces sites, c'est les valoriser, c'est les transmettre. Et on a donc un plan de gestion dans lequel nous prévoyons, parce que j'ai donc une très grande carte qui fait 3,20 m, on a fait un circuit qui va depuis la Belgique jusqu'à la Suisse, et où nous voulons faire des allées plurinationales entre les différents sites, pour tenir compte des différentes nationalités présentes dans chaque nécropole. Excusez-moi, merci beaucoup. Oui, il y avait un extrait du plan de gestion qui montre autour de Morange les circuits que nous dessinons, qui sont des circuits primaires et secondaires, les primaires reliant les lieux de l'UNESCO entre eux, mais les secondaires pour faire découvrir les cimetières qui n'ont pas été mis directement en valeur dans le secteur par un classement UNESCO. Alors, pour conclure quand même, donc le comité du patrimoine nous a reporté à 2021 parce que l'UNESCO et l'ICOMOS veulent réfléchir pour savoir comment on peut inscrire des sites mémoriels à l'UNESCO et voir si on peut mettre en concert la convention du patrimoine, la convention de 72 avec ce type de dossier. Donc nous nous battons. Merci beaucoup de donner aussi en aussi peu de temps un aussi gros projet. Oui, voilà. Et merci de nous faire entrer dans la complexité de la construction d'un tel projet durable. Marina Cervera n'est pas là, mais donc Chantal peut nous dire peut-être quelques mots sur l'inventaire participatif wiki qu'elle porte. Oui. Donc Marina Cervera, qui a été résidente de la Villa Le Nôtre, qui est une architecte et paysagiste espagnole, qui n'a pas pu venir parce qu'elle a un examen pour pouvoir continuer son enseignement à l'université, a lancé un wiki allée dont l'objectif est un inventaire participatif des allées. Alors j'ai pas
là, je n'ai pas les moyens de vous donner l'adresse Internet, mais vous aurez tous un mail avec cette indication-là. Voilà, à laquelle, évidemment, participatif, vous avez bien compris. Merci Chantal. Et on continue avec William Trump. Partage des connaissances avec la SFA et les règles pro de l'UNEP. Vous allez nous expliquer ça. Merci. Bonjour. Quelques minutes, 3 minutes. J'aime les arbres et les allées. Je vis à Arbre, ils le font bien pour nous. Je fais partie de la SFA. Je m'occupe de la région nord-est avec d'autres copains qui sont sur l'île. On essaye de divulguer les bonnes pratiques de l'arbre, en fait. Je suis arboriste sur Dijon, je gère une entreprise d'élagage. Et donc, du coup, je suis bénévole à la SFA et bénévole à l'UNEP. Nous organisons des championnats, nous essayons de faire évoluer ces championnats pour les ouvrir au grand public, parce qu'ils sont un peu élitistes et puis un peu renfermés sur que les arboristes. Et nous essayons de les ouvrir au public en donnant des colloques pour que le public puisse venir voir et découvrir ce qu'est l'arbre et ne pas rester sur des tailles vulgaires qu'on peut trouver de temps en temps au bord des routes, et de leur faire connaître ce qu'est un réel arbre. Et après, à l'UNEP, on a les règles professionnelles de l'UNEP, donc je n'ai pas participé à la confection des règles de l'UNEP, je suis arrivé après. Par contre, j'ai participé à la rénovation du secours dans l'arbre, parce que par rapport au CS qui a été rénové, c'est le diplôme d'arboriste grimpeur. Il y a un module où on doit secourir une victime, et là on a revu ce module en partenariat avec la MSA, l'UNEP et la SFA pour remettre les règles plus courtes et du secours plus rapide dans l'arbre. Voilà. Donc j'essaye d'animer, d'apporter mes connaissances à l'UNEP et à la SFA dans ce petit bout de chemin. Merci. Voilà, merci beaucoup William Trump. On continue avec Éric Constansou. Pratique de la transversalité, au sens co-construction, Chantal l'évoquait tout à l'heure, entre différents types d'acteurs. Oui, juste pour échanger d'expérience avec une commune Castelbiac en Haute-Garonne. L'entrée de la commune, ancienne allée de château, dans notre jargon de routier, parce que moi j'aime la route, mais j'aime aussi les arbres. Voilà. C'est peut-être un peu la différence avec certains collègues gestionnaires routiers. Donc cette ancienne allée de château qui conduisait à un château historiquement est devenue la RD 13 et bordée d'une allée de catalpa, qui est une essence rare en Haute-Garonne, parce qu'il y a une centaine de catalpas qui, par contre, quand la route est devenue départementale, la commune s'était engagée à entretenir, à gérer ces arbres-là. Ces arbres en sont arrivés en fin de vie. La commune n'avait pas les moyens de mettre en place un plan de gestion de ces essences. Donc un département a fait intervenir l'ONF, ce qu'on appelle dans notre jargon un conseil en gestion. Donc on est intervenu en tant que bureau d'études, maître d'œuvre pour le compte de la commune, en parfait accord avec la commune, et c'est la commune qui aujourd'hui met en place ce mode de gestion, avec pas mal de difficultés. On a fait ça de mémoire en 2013, aujourd'hui en 2018. Tous les arbres devaient être abattus au fur et à mesure, et donc les nouveaux rejets que font, en gardant les souches, les nouveaux rejets que font ces arbres-là doivent être conservés de manière à reconduire des arbres en lieu et place de leurs ancêtres, entre guillemets. Aujourd'hui, seulement un tiers de ces arbres a été conduit comme ça, donc c'est une photo là, que j'ai fait récemment. Ça fait un peu forêt vierge, mais bon, c'est difficulté de gestion d'une petite commune. On parlait ce matin des moyens financiers qu'il faut derrière. Voilà. Donc je pense que le département essaiera de reprendre un petit peu la main pour aider la commune à poursuivre cette expérience. Voilà, c'est une collaboration, on a échangé avec Chantal là-dessus, qui me paraît intéressante. Non, mais c'était lui.
Tu peux dire aussi que Arbres et Paysages d'Autan était aussi avec la commune. Oui, ils sont qui font un travail. Donc il y a à la fois. Ils sont intervenus après, voilà. L'administration, la commune et les associations. Quand ils ont vu que la commune était en difficulté pour gérer ces arbres-là, ils sont intervenus voilà, pour les aider, les accompagner à mettre en place ça avec leur tout petit service technique. Je crois que le service technique de la commune, c'est une personne. Donc, voilà. Merci Eric Constansou pour ce bel exemple de coopération. Donc vous avez bien compris, dans quelques minutes, chacun de vous va pouvoir choisir si je suis plutôt dans une action de type lien ou une action de type connaissance ou une action de type animation, ce à quoi il pense déjà contribuer ou avoir envie de contribuer. Mais on continue là avec la troisième, t'as le micro qui est là, Chantal, avec la colonne animation, et donc c'est Katharina qui n'est plus là, qui a dû partir, voilà. Parcourir une allée. Une allée, donc ils ont le BUND et je ne sais plus si elle en a parlé hier, en tout cas elle avait projeté une vidéo avec l'association, donc le Tour d'allée de Rügen. Ils ont parcouru sur 1900 km la Deutsche Alleenstraße, et ça a été l'occasion de, en fait, à chaque étape, de s'arrêter, de rencontrer le maire, de rencontrer les élus, rencontrer la population, faire planter des arbres, y compris avec les écoles. Voilà, une action dynamique. On parcourt l'allée. Voilà, merci Chantal, au nom de Katharina. On prend un dernier exemple avec Béatrice Sorel, projet artistique collaboratif multisite. Voilà, comment faire vivre une allée en quelque sorte, ou au-delà. Bon alors, moi je n'aime pas les arbres, je les adore. Donc voilà, et j'aime les allées puisque ce sont des allées d'arbres. Alors, voilà, Chantal m'a contacté il y a de ça quelques mois autour d'un projet qui ferait un petit peu écho au colloque. Et donc, bon, moi je travaille beaucoup avec le collectif dans un esprit donc, de collaboration avec les écoles, avec des associations. Et j'ai entendu tout au long de ces présentations, à chaque fois les enfants étaient très présents. Ce qui est pour moi une grande valeur, puisque je pense que le monde de demain, c'est eux, et que si on doit sensibiliser des gens, avant tout, ce sont les enfants. Donc dans mes projets, je travaille énormément avec les enfants. Et donc là, ça tombait bien, puisque c'était donc aussi un peu la question qui s'était posée quand on a discuté de ce projet. Donc voilà, les allées, comment arriver à faire un lien entre ce colloque, entre des écoles. Donc on s'est dit que ça serait quand même très intéressant de travailler sur une symbolique forte. Alors il y a la symbolique du drapeau, c'est les nations. C'est aussi les petits drapeaux de fête qu'on trouve dans les villages. Et puis c'est les drapeaux aussi qu'on trouve dans l'Himalaya sur la réflexion, en même temps un esprit de vœux. Donc on s'est dit que ces petits drapeaux, ça serait très intéressant si on pouvait faire des petits drapeaux par les enfants dans des ateliers qui pourraient parler de la guerre. Donc en même temps, c'est une façon d'être proactive pour les enfants d'être dans la guerre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour eux la guerre? Je ne sais pas vraiment, en fait, c'est pas très concret pour eux. C'est pas tellement leur monde, la guerre, la commémoration des guerres. Donc je pense que si on leur explique avec des mots qu'ils peuvent entendre, avec des ateliers auxquels ils peuvent participer. Alors, effectivement, c'était intéressant de faire quelque chose dans les environs pour avoir un écho sur ce colloque. Mais il y a encore quelque chose de plus intéressant encore, puisque c'est une guerre qui a quand même été mondiale, c'est d'étendre ce symbole de petit drapeau beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, donc, j'ai proposé notamment un contact avec le Niger. Je pense que, parce que les soldats coloniaux ont laissé aussi beaucoup leur vie, on n'en parle pas beaucoup. Alors là, on a commencé à travailler avec le Niger, donc des écoles. Moussa pourra peut-être vous en parler un petit peu mieux tout à l'heure s'il prend la parole. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'étendre encore plus loin les contacts. Peut-être dans d'autres régions d'Afrique, peut-être dans d'autres pays européens, peut-être dans d'autres pays du monde qui ont participé. Et que ce petit drapeau, qui est devenu quelque chose qui sera quelque chose de symbolique, presque logotypé, qu'on le retrouve dans plein de sites comme ça, et qu'on sache que c'est une façon de défendre des arbres et de parler de la commémoration. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. 3 minutes, c'est bon? Merci beaucoup, Béatrice.